Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Comment une société comme l'Algérie, riche de son histoire, de sa jeunesse, de ses ressources humaines et naturelles, a-t-elle basculé dans un climat de violence généralisée, au point que cette violence semble aujourd'hui normée, banalisée, voire instrumentalisée? Dans les rues, les écoles, les foyers, les hôpitaux, les stades et jusque dans les institutions, la violence, sous toutes ses formes, a infiltré le quotidien des Algériens. On la vit, on l'endure, on la commente, mais on ne la comprend pas toujours. Et surtout, on peine à cerner ce que cette violence révèle de l'état réel du pays. Comment la société algérienne a basculé dans la violence entre désespoir, verrouillage politique et instrumentalisation du chaos. En effet, la société algérienne traverse une crise profonde, à la fois sociale et politique. Cette crise ne date pas d'hier, mais elle a connu une accélération brutale ces dernières années, au point que la violence s'est imposée comme un fait social quasi permanent. Le dialogue a cédé la place à l'agression, à la répression ou l'abandon, la perte d'espoir et de perspective. C'est l'épuisement de la société algérienne. Depuis des années, les promesses de réforme, de justice sociale, de développement ou de démocratie sont restées lettres mortes. Le chômage de masse, surtout chez les jeunes diplômés, la crise du logement, la corruption généralisée, l'effondrement de l'éducation et de la santé publique ont créé un profond sentiment d'injustice et de frustration. Cette asphyxie sociale génère une rage contenue qui finit souvent par exploser sous forme de violence. Bagarres, agressions, crimes de proximité, tensions intergénérationnelles ou communautaires. Le rêve d'avenir a cédé à la place à la survie quotidienne. La fin du dialogue politique et la criminalisation des voix discordantes. Le verrouillage du champ politique est un autre facteur clé. Depuis le mouvement du Hirak en 2019, l'espoir d'une transition démocratique a été brisé. Loin d'ouvrir le jeu, le régime s'est replié sur lui-même, durcissant son appareil sécuritaire, fermant les partis, interdisant les manifestations, harcelant journalistes, militants, avocats et intellectuels, parfois jusqu'à l'exil ou l'emprisonnement. Dans un tel contexte, l'espace du dialogue, du débat ou de la négociation est réduit à néant. Et quand la parole est muselée, la violence devient la seule forme d'expression encore accessible à ceux qui n'ont plus rien à perdre. Mais il ne s'agit pas seulement d'un échec. De plus en plus d'analystes parlent d'un choix délibéré de la part du pouvoir, celui de gérer le pays par la peur, l'intimidation et le chaos contrôlé. La violence n'est pas qu'un symptôme. Elle devient un outil de gouvernance. La grande question reste celle de l'avenir. Jusqu'où cette spirale de violence et de décomposition politique peut-elle aller? La société algérienne, qui a montré sa maturité et sa soif de changement lors du Hirak, peut-elle encore inverser la tendance? Ou bien sommes-nous face à un processus lent mais profond de désintégration nationale, où chacun se replie sur lui-même, dans l'indifférence ou la résignation? Tant que l'État ne reviendra pas un acteur au service du peuple et non au champ de bataille entre clans, la violence continuera de ronger les fondements même de la société. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, la violence comme symptôme ou comme outil du pouvoir? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Azdine Toumi, militante politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Azdine.
Bonsoir, mon ami Nassar. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous les invités. Je suis heureux d'être parmi vous sur ce débat. Merci beaucoup, Azdin. Très content de vous avoir avec nous ce soir. On a aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte International, qui est avec nous depuis Londres via Skype, une organisation qui défend les libertés et les droits de l'homme. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fillah, Mohamed. Bonsoir, cher Nassar. Bonsoir, M. Azdin. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et bien sûr, je salue toute la régie. Merci beaucoup, Mohamed. Très content de vous avoir aussi. On va commencer, avant de vous donner la parole, par quelques titres. Donc, la presse nationale qui a réagi donc à ce phénomène de la violence qui ronge la société algérienne. On va commencer avec le titre Horizon, donc le journal Horizon, lutte contre les gangs de quartier, une réponse politique et sécuritaire ferme, donc a titré le journal Horizon. Algérie 360, une vidéo d'agression d'une extrême violence à Bousmaïl Tipaza suscite l'indignation générale. TSA, pardon, TSA, je m'excuse, j'arrive pas à... Voilà, donc TSA, depuis jeudi, une vidéo virale d'une violente agression contre un jeune homme à Tipaza suscite l'indignation des Algériens. Et le journal Le Matin des aides, Alger, démantèlement d'une bande pour agression d'une personne à Bertouta. On termine bien sûr avec ce post de Habib Achi, un ancien juge, qui a écrit donc un petit post par rapport à ce phénomène. Il s'est posé aussi des questions qui sont très pertinentes. ما دامت وسائل التواصل الاجتماعي مشتعلة بقضية المدعو عطية هشام الوهراني ورفيقه المدعو أحمد الشبلي المكني كحلة والمتعلقة بتكوين عصابة أشرار والتعذيب والتنكيل والسحل والفعل العلني المخل بالحياة، فإن عدة تساؤلات تطرح بإلحاح حول خلفية هذه القضية وتعقيداتها. من دفع بنشر هذا المقطع؟ كما يطرح انتشار الفيديو في هذا التوقيت أسئلة مشروعة. هل هناك سرقة وتسريب؟ وهل يحتفظ أطراف معينة بهذه التسجيلات لاستعمالها في صراع داخلي أشبه بحرب العصابات a écrit. Voilà. Donc, si c'est possible, nos amis de la régie, le ministre de la Justice, donc Lotfi Boudjma, on va l'écouter, soundbite tout, dans ce passage, avant de donner la parole à nos amis, à nos يؤدي القضاء إلى جانب باقي أجهزة الدولة المكلفة بإنفاذ القانون دورا أساسيا في محاربة الإجرام بشتى صوره من خلال تصديه بسلطان القانون لمختلف الظواهر الإجرامية التي باتت تهدد سلامة المجتمع وتمس بأمن وسكينة المواطن. وفي هذا المقام أطلب منكم وفي إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية العمل على مواصلة الجهود الملموسة للحد من كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية والجاهزية المطلوبة مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وموجبات المحاكمة العادلة. ومذكرا على سبيل المثال للحصر القضايا المتعلقة بعصابات الأحياء والاتجار بالمخدرات ومكافحة الفساد والاستفادة من الامتيازات غير المبررة وتبييض الأموال وجرائم الصرف والمضاربة غير المشروعة. Voilà, donc Lotfi Boudjma, le ministre de la Justice. Azdin Toumi, je vais commencer avec vous cette émission. On a entendu donc le ministre de la Justice dans cette intervention, une violence qui est en train de prendre de l'ampleur. Cette violence des quartiers, mais aussi on n'a jamais vu cette évolution donc d'une violence pareille. Comment peut-on l'expliquer, Azdin Toumi?
Vous savez, parfois, la société n'est qu'un miroir de la politique du régime. Quand vous êtes face à un régime qui utilise la violence comme seul outil avec lequel il considère la société, donc automatiquement, vous aurez après la violence qui va se généraliser dans cette même société. Parce que la violence n'est pas uniquement physique. Elle peut être le chantage social, elle peut être l'absence de perspective, le chômage, la drogue qui est en train de se généraliser même dans les quartiers les plus populaires et les moins populaires de la capitale et dans d'autres wilayas du pays, et même dans les villages. Donc tout ça constitue un cocktail explosif qui fait que la violence est une réalité aujourd'hui dans la société algérienne, et on la vit, on la ressent et on la côtoie chaque jour dans la rue, dans les marchés, sur les réseaux sociaux, avec des campagnes de haine, etc. Après, vous savez, le régime d'abord, il utilise cette violence pour avoir le contrôle, pour faire peur à la société, pour des objectifs qui sont liés à des impératifs politiques. Et de l'autre côté, il a besoin de cette violence parce que des fois, on se pose la question, pourquoi il est autant visible? Donc, c'est filmé, après, il y a sur les réseaux sociaux une couverture extraordinaire, même dans la presse, etc. Donc, il y a cette volonté de rendre visibles ces images de violence, d'abord pour créer un climat de peur, comme je l'avais dit, pour des impératifs politiques, et puis pour justifier ce dispositif sécuritaire exagéré, surdimensionné, qui est en train d'être déployé dans la société et dans les sociétés, dans les sociétés économiques, dans les écoles, les universités, dans la rue, sur les réseaux, etc. Cette campagne, ce dispositif sécuritaire, donc avec tous les budgets colossaux qui viennent derrière, le pouvoir, il a besoin de les justifier en gardant ou en laissant ces images, ces vidéos, en les laissant se diffuser d'une manière extraordinaire pour que les Algériens ne soient pas loin de ces images de violence, que ce soit des années 90 ou autres. Voilà. Après, même dans le pouvoir lui-même, on assiste souvent à des règlements de compte, d'emprisonnement, des peines de prison contre des anciens responsables, etc. Et tout ça ici, c'est une forme de violence. Donc, le climat de violence, il est là, c'est une réalité. Le pouvoir, il est en train de tirer profit de cette situation pour se justifier ce dispositif sécuritaire imposé aux Algériens. Après, la jeunesse, c'est l'expression d'un désespoir, en fait, contre la jeunesse algérienne, au moment où il y a un budget important qui est englouti par cette institution qu'on appelle le Conseil à la jeunesse, qui est en fait une coquille vide, un organe de propagande, or que la jeunesse, elle est laissée à elle-même. Donc, entre le chômage, le désespoir, la violence, le phénomène de haraga, et c'est la minable allocation de 15 000 dinars de chômage. Donc, pratiquement, ça pousse la jeunesse à se retrouver dans une situation où la violence, ou la consommation de drogue, ou le haraga soient les seules issues.
Très bien, restez avec nous, Azzdine Toumi. Mohamed Damzian Rahmoun, j'aimerais avoir votre regard sur ce phénomène, bien sûr. Comment la société algérienne donc, a basculé dans la violence? Est-ce que c'est une question de désespoir, de manque de perspective, de verrouillage politique? Puisque Azzdine Toumi a posé cette question, donc la question politique aussi, l'instrumentalisation de cette violence, puisqu'elle est devenue donc visible sur les réseaux sociaux, dans tous les quartiers algériens. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter donc cet analyste parler aussi du phénomène de la drogue qui influence donc ce phénomène de la violence. خلينا نقولوا انه من حيث التسلسل في الوجود هي عصابه الاحياء اقدم من المخدرات في حد ذاتها، ويظهر بان وجود المخدرات اعطى واضفى قوه لعصابه الاحياء، يعني واعطاها بعد المخدرات تغذي عصابه نعم الاحياء وهي وقود الاستمراريه. نعم هي وقود غريب وقوي جدا لعصابه الاحياء. انا لاحظنا او نلاحظوا لو كان نشوفوا تسلسل تاريخي لتواجد عصابه الاحياء في الجزائر مثلا، تاريخيا نلقوا بأنه زادت قوة وأثرا في المجتمع في السنوات الأخيرة التي ارتبطت بتفشي تناول المخدرات وتوزيع المخدرات والإدمان على المخدرات. Voilà, donc on parle de ce phénomène de la drogue qui influence donc pour cet analyste donc la violence en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Damzian Rahmoun? Est-ce qu'on peut dire seulement donc cette violence est liée à la drogue et que ces bandes donc de quartier, ces gangs de quartier exploitent donc le phénomène de la drogue et c'est ce qui pousse donc cette violence. Qu'est-ce que vous en pensez ou le problème est beaucoup plus complexe? Le problème est beaucoup plus profond et complexe. Les facteurs intervenants sont multiples aussi. Premièrement, on peut noter que la violence en elle-même sociale, voilà, elle a plusieurs. Premièrement, on peut la situer dans l'ordre économique et structurel, social et culturel, politique et institutionnel, et bien sûr individuel. Je vais essayer un tout petit peu d'expliquer chacun de ces différentes, c'est-à-dire piliers qui sont à l'origine de la violence en général. Et bien sûr, avant de le faire, je tiens à apporter une petite contradiction au fait que de dire que c'est depuis 2019 ou 2020, 2021, depuis récemment. C'est faux. La violence, elle a été toujours été, même instrumentalisée. Et je vais essayer de donner quelques éléments d'information tout en parlant avec des réserves. Je n'ai pas les statistiques, mais en étant en Algérie, on vécu en Algérie, on parlait souvent que la violence s'est agrandie. Et juste le moment du Hirak, parce qu'il y avait donc un nouveau espoir, que nous avons senti quand même une diminution durant cette période de cette sensation d'une violence omniprésente. Maintenant, revenons à notre sujet. Pour ce qui est de la violence économique et structurelle, il s'agit tout simplement des différences sociales, des classes. Voilà, donc dont Marx et bien d'autres penseurs et bien sûr sages, etc., on en parlait, que ceci engendre une violence, bien sûr. Et sur le plan psychologique, il y a beaucoup de personnes qui se disent de quel droit certains profitent et moi non. De quel droit certains peuvent partir dans un hôpital, ils ont tous les privilèges, alors que moi, je suis en train de faire de la chaîne et les pistons, etc. Et bien sûr, d'autres aussi ont parlé de la violence culturelle et sociale, qu'elle soit symbolique, telle que Bourdieu, la violence linguistique, culturelle. Quand vous favorisez une langue par rapport à une autre, ça crée des frustrations. Quand vous favorisez une région d'Algérie par rapport à une autre région d'Algérie qui reste faible, ça aussi engendre des frustrations et bien sûr une forme de violence. Il y a aussi le phénomène de l'imitation. Donc quand les gens voient des caïds de quartier se donner, surtout ça je l'ai vécu en Algérie à l'époque de Bouteflika, que j'ai personnellement combattu, avec des étudiants en plus, il y avait des caïds qui faisaient la loi, on sait tout simplement... et c'était bien sûr une politique, attention, il ne faut pas oublier. Toujours les caïds, ils sont utilisés dans les universités, dans des quartiers bien évidemment, pour un tout petit peu faire peur à la communauté universitaire, mais aussi dans des quartiers connus, que ce soit dans ma propre région, qui est celle de Tizi Ouzou, un peu partout. Vous allez trouver que ces petits caïds
ont des privilèges, soit ils peuvent taper à la porte du wali, ils entrent facilement, à la maison de la culture facilement, dans des mairies. Donc il y a un phénomène les gens imitent ce genre d'attitude. Voilà, donc ce phénomène aussi existe. Et il y a aussi la violence qui est aussi issue d'un phénomène purement individuel. C'est la satisfaction des besoins dans la théorie d'Abraham Maslow, enfin le triangle d'Abraham Maslow des besoins, si vous voulez, fait tout simplement une image simpliste où on voit qu'une personne qui n'a pas satisfait ses besoins les plus simples, que ce soit sa nourriture ou ses habits ou ses frustrations sexuelles, etc., tout ça se répercute avec une violence. Sans parler aussi de l'anomie sociale dont Durkheim en a parlé. Je la classe dans le social et le culturel que j'ai dit précédemment. Pourquoi? Parce que quand vous voyez une personne penser qu'il n'y a plus de normes dans la société, il n'y a plus de règles, et même s'il y avait des règles, certains ne les respectent pas. Donc il se dit pourquoi moi je suis obligé de les respecter. Donc c'est tous ces phénomènes conjugués qui sont à l'origine d'une violence généralisée et bien sûr instrumentalisée. Pourquoi je dis instrumentalisée? Parce que quand on voit ce genre de violence qui font peur aux Algériens, effectivement, et la réponse dans le journal, bien sûr, c'est juste un journal, parce qu'il faut lire tout pour savoir quelle est la tendance, parce que la réponse n'est pas le tout sécuritaire, mais c'est d'aller dans le fond du problème. Et, par exemple, vous avez montré une personne en train de parler de la drogue, d'accord, mais qui sont les barons de la drogue? Quand on parle de blanchiment d'argent, qui sont les barons du blanchiment d'argent? Quand on parle des caïds qui sont protégés, qui les a protégés? Pourquoi il les a protégés? Est-ce que c'est systémique? Est-ce que c'est systématique? Est-ce qu'ils ont eu le feu vert? Par qui ils ont le feu vert? Donc, c'est toute cette conjugaison d'éléments qui fait que la société vit malheureusement dans une situation où l'Algérien pense qu'à n'importe quel moment, quelque chose peut bousculer. Et j'ai vécu ceci, on n'est pas comme moi, beaucoup d'Algériens. Vous partez tout simplement dans votre travail, vous êtes obligé de savoir où marcher, parce que vous savez, si vous avez un problème, un accrochage avec n'importe qui, il va avoir gain de cause parce que c'est des petits gangs, etc. Vous allez peut-être perdre votre intégrité physique facilement. Très bien. Reste avec nous, Mohamed. On va écouter dans ce passage un député, Azdine Zahouf, et je reviens à vous juste après. نحن للأسف الشديد نرى في بلادنا الحبيبة أن كثير من المجرمين يدخلوا هواة للسجون ويخرجوا محترفين. يدخل وعلاقاته الإجرامية محدودة، يخرج وعنده ريزو كبير، حتى صار البعض يتفنن في الوقت اللي يدخل فيه ويعرف المدة التي سيحكم فيها، والبعض يدخل يوزن 50 كيلو يخرج يوزن 60 كيلو 70 كيلو. اسمح لي أن أركز مع معاليك سيد الوزير في قضية مهمة تؤرق كثير من الجزائريين، ألا وهي قضية عصابات الأحياء والمجرمين المسبوقين قضائيا. سيد الوزير، هل مهمة السجون أن تخفي المجرمين مؤقتا ثم ترجعهم للمجتمع؟ حول عدد المجرمين اللي يدخلوا للسجون ثم يعودوا يخرجوا ويرتكبوا جرائم ويعودوا يدخلوا مرة ثانية وثالثة ورابعة. هي ليست دعوة لعدم الحفاظ على إنسانيتنا، بالعكس نحن نثمن مجهودات الدولة الجزائرية، ولكن المواطن الجزائري الذي يدفع من خلال ضريبته معيشتهم وإيواءهم من حقه أن يتنعم بالحرية والأمن والأمان. وحلم الشهداء يبدأ سيد الوزير بتحقيق العدل. العدل أساس العمران والظلم مؤذن بخراب الأمم. Voilà. Azdin Toumi, une question très pertinente a été soulevée, bien sûr, et là, la question de la grâce présidentielle, puisque beaucoup de ces personnes, de ces criminels, de ces bandes donc de quartiers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Quand Mohamed parle de l'instrumentalisation, et vous-même, vous avez parlé de l'instrumentalisation de la violence, qu'est-ce que cela veut dire, Azdin Toumi? Ce qui est pris dans la violence, puis condamnés, sont en prison, mais il y a d'autres qui sont dans les quartiers.
Sincèrement, ce phénomène, il est là, il est réel, celui de la violence dans la société, il est partout. C'est à l'image du régime qui a toujours utilisé la violence comme moyen de communication avec la société. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue. Aujourd'hui, celui qui initie une grève quelconque se retrouve en prison, celui qui s'exprime sur les réseaux se retrouve en prison, il n'y a plus de dialogue. Ça crée ces restrictions sur les libertés, crée des frustrations bien sûr, mais il faut pas surdimensionner ce phénomène de la violence qui est en train d'être instrumentalisé complètement. Comme je l'avais dit, il y a même une campagne de communication là-dessus pour comme si on veut faire entre guillemets de la publicité à ces phénomènes. Parce que le régime, avec ce plan de tout sécuritaire, comme l'a dit Mohamed Amziane, moi je pense qu'il a besoin de justifier ce plan, ce dispositif surdimensionné de sécurité pour mettre des restrictions sur les libertés à tous les niveaux. Mais la question, je m'excuse. Je m'excuse, Azdine, je vous ai coupé la parole. Il y a aussi beaucoup d'observateurs posent cette question. C'est que, par exemple, et je pense que vous l'avez dit, quand il s'agit des militants politiques, des militants des droits de l'homme, tout de suite, ils sont poursuivis donc, en justice s'ils postent des posts sur Facebook ou les réseaux sociaux qui critiquent les autorités algériennes, le pouvoir algérien. Tout de suite, cette personne, donc, elle est poursuivie, elle est traquée. Alors que ces criminels, ils arrivent à poster des vidéos, ils arrivent à montrer leurs crimes, et on est dans l'indifférence totale. C'est cette peur qui est en train de gagner la société algérienne et qui devient inquiétante, Azdine Toumi. Oui, bien sûr. Quand vous voyez des militants qui ont été... Il y a des militants du Hirak qui sont en prison depuis 2019-2020, si je ne me trompe pas, entre guillemets, mais qui dépassent les 3 ans, 4 ans en prison. Par contre, il y a des revendeurs de drogue, peut-être qui ne font un passage de 6 mois, peut-être 1 année en prison, puis ils sortent avec les grâces, etc. Bien sûr, il y a un problème là-dessus. Moi, je ne suis pas en train de défendre les trafiquants mais en tout cas, celui qui vend de la banane se retrouve avec 10 ans de prison parce qu'il y a la loi sur le Modaraba. Et puis, il y a d'autres qui vendent de la drogue. Ils tirent 5 ans, peut-être, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu des exemples comme ça. Il y a un véritable problème à ce niveau-là. Et aujourd'hui, pour se sortir de cette violence, de ce phénomène, c'est un tout. C'est pas uniquement l'emprisonnement, la condamnation. Moi, je suis convaincu que la violence ne fera qu'augmenter la violence. Quand on réagit violemment contre une violence, ça ne fait qu'augmenter de la violence. Je suis convaincu de ça. Moi, je suis quelqu'un qui croit à l'ouverture, qui croit au dialogue, qui croit à la deuxième chance, qui croit à la pédagogie, à la psychologie, à la sociologie, etc. Donc, c'est un tout. Aujourd'hui, la jeunesse, il faut lui rendre espoir. Et il faut lever les restrictions sur les libertés, que ce soit pour la jeunesse ou pour d'autres. Il faut que la culture de dialogue reprenne sa place. Il faut que la culture des débats sérieux, sereins, dans la transparence, reprenne aussi du terrain. Il faut que la jeunesse se sente libre dans leur pays. C'est pas la liberté dans le sens où être au-dessus de la loi, etc. Non, mais c'est les libertés individuelles, les libertés collectives qui sont d'ailleurs protégées par la Constitution elle-même, le texte suprême dans notre pays.
Donc, il faut les solutions, elles sont dans ce sens-là. Maintenant, mais rentrer dans ce jeu où cette campagne de surcommunication sur la violence pour faire peur à la société algérienne, pour à la fin la museler, l'empêcher de s'exprimer, l'empêcher de s'organiser pour demander ses droits, pour demander un changement, et on se cache derrière cette surdimension de la violence pour imposer des restrictions sur les libertés, un climat de guerre, etc. Après, vous savez, il y a des échecs aussi. Hein. Peut-être je ne suis pas un sociologue, mais vous savez, toutes ces cités, tous ces nouveaux quartiers, ces nouvelles villes qu'ils sont en train de créer, ce sort de dortoirs où ils amassent des milliers de familles dans des quartiers à la périphérie des villes où il n'y a pas grand-chose. Donc les jeunes, ils vont se retrouver dans des cités. D'abord, il n'y a pas de mélange. Généralement, c'est des sociétés qui sont... Donc, vous avez un quartier, donc ils les prennent, ils déménagent complètement, ils le font déménager dans un autre quartier, composante, la même mentalité, etc. Donc, après, la jeunesse, elle se retrouve là-bas. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de centre culturel, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de... Qui vont se retrouver à livrer à eux-mêmes. Donc, avec le chômage, la drogue qui est à disposition, donc ça crée il n'y a pas, donc l'échec, il est là. Nous sommes dans un pays où les institutions de l'État n'ont pas de projet pour notre pays. Ils font donc, et même dans l'aménagement de territoire, il y a des ministères, il y a des budgets colossaux qui sont en train d'être absorbés pour à la fin avoir des cités où c'est devenu des quartiers où il y a ce qu'ils appellent l'Aïsabet, etc. D'après, on prend les gens et on les jette en prison pour dire que voilà, donc on a réglé le problème. Non, tu as réglé le problème d'un seul quartier, d'un seul groupe. Mais il y a des multitudes. Donc c'est un phénomène qu'il faut prendre autrement. Donc c'est un autre échec qui s'ajoute à tous les autres échecs qui sont en train d'être le résultat de la gestion catastrophique du pays. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, et il n'y a pas de plan. Donc, il gère le pays comme ça en réaction à ce qui se passe aux réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui filment donc une scène de violence. Le lendemain, on voit la télévision algérienne et toutes les autres chaînes et la presse qui font les photos et les vidéos et qu'ils ont pris les jeunes. Ah là, ils sont en prison, un mandat de dépôt, et puis on passe à un autre groupe, etc. Mais le phénomène, il est toujours là. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que le changement dans notre pays, il est plus que nécessité. Parce que chaque jour, il y a un phénomène. Et donc le phénomène des pénuries, l'instabilité dans le commerce, dans l'économie fragile, la dépendance aux hydrocarbures, la crise politique, la crise des droits de l'homme, la crise des libertés, la légitimité du pouvoir, etc. Donc tout ça dépend d'une seule chose, c'est bien le changement et le vrai changement. Donc tant qu'on n'est pas allé vers le vrai changement, donc on ne réglera pas tous ces problèmes-là. Très bien. Est-ce que vous pensez, la question qui s'impose aussi, qui porte la responsabilité de cette violence en Algérie? Est-ce qu'elle est sociétale? Est-ce qu'elle est politique? Azdine Toumi parle de l'échec des politiques, donc de la gestion de notre pays, mais aussi le dialogue qui a cédé à la place, à l'agression, à la répression aussi. On le voit donc dans la pratique politique. La pratique politique a été érigée comme, si on peut dire, comme donc quelque chose de criminel. Quelle est votre réaction? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence ne date pas d'aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord. Déjà, les années 90, nous avons assisté à une guerre civile effroyable. Donc, la guerre civile a eu ses répercussions, qu'on ne le veuille pas, sur la société, malgré que la génération d'aujourd'hui, c'est celle des années 2000 qui n'ont pas eu
qui n'ont pas connu cette décennie, mais quand même, les séquelles, elles sont là. Donc, cette mémoire collective, si vous voulez. Et je tiens juste à faire une petite remarque avant d'aborder, puisque j'en ai parlé tout à l'heure sans expliquer les causes politiques et institutionnelles. Je me souviens qu'à partir de 2001, surtout par exemple en Kabylie, quand la gendarmerie a quitté la Kabylie, nous avons vu la prolifération des caïds de quartier. Donc c'était un phénomène extraordinaire. On trouvait des personnes recrutées comme agents de sécurité dans les hôpitaux, dans les universités, différents, qui étaient des anciens bagarreurs et affiliés à des caïds de quartier. C'est pour vous dire que c'est quelque part, c'est des politiques, n'est-ce pas? Et les causes de la violence, les causes politiques et institutionnelles aussi, on les trouve dans les moyens de contrôle, tels que les écoles, qui sont un moyen de contrôle, les prisons, qui sont aussi un moyen de contrôle, les hôpitaux, parce que tout dépend du mode de gouvernance, en d'autres termes, du leadership que vous voulez donner à vos institutions, il y a des répercussions sur les comportements des uns et des autres. Et donc l'échec n'est pas uniquement, et bien sûr l'échec aussi revient au fait que l'éducation nationale a failli, le fait que la mosquée, quelque part, a failli, et le fait aussi, puisque nous avons vu un intervenant que vous avez montré parler de prisonniers, peut-être ils sont rares ces prisonniers qui partent et forment des réseaux, donc il faut penser comment ils ont eu ces idées, peut-être ils sont affiliés à des réseaux plus importants, mais je sais que le système pénitentiaire algérien aussi, il y a eu beaucoup d'agressions à l'intérieur, y compris des agressions sexuelles. Ceci se répercute aussi sur la violence en elle-même. Une personne qui a un tout petit peu subit beaucoup de traumas, il devient violent, après comment qu'il va évoluer. Et une autre cause aussi dans le volet politique et institutionnel, c'est celui, j'ai pris note d'ailleurs, c'est celui, voilà, quand vous contestez la légitimité d'un pouvoir. Pourquoi? Parce que vous pensez que le pouvoir n'est pas légitime, vous pensez qu'il y a toujours ils s'enrichissent sur le dos des Algériens, vous pensez qu'ils sont là en fait pour leurs intérêts, c'est comme ça à peu près l'image que généralement l'Algérien se fait, il se dit alors pourquoi moi je suis obligé de respecter? Donc ça devient aussi, on le voit aussi, par à défaut d'une communication, à défaut de canaux, à défaut de représentation politique associative, ça devient une certaine violence. Et aussi je tiens à alerter un phénomène qui m'apparaît important. Pendant les années 90 et même les années 80, le régime algérien et bien d'autres se disaient qu'ils étaient pratiquement, on les voyait, bon, c'est comme s'ils voulaient en découdre avec les islamistes armés, etc., et les groupes. Donc, et maintenant, ces images, c'est comme si le régime algérien est en train de dire aussi, non seulement à la société algérienne, attention, il y a la violence, nous sommes là pour vous protéger, avec nous, vous êtes en sécurité, qui est un phénomène psychologique, je l'ai expliqué plusieurs fois, le syndrome de Stockholm. Mais aussi pour la communauté internationale, c'est pour leur dire, je suis le sous-traitant de tous ces jeunes qui sont violents. Alors moi, au pouvoir, ils ne vont pas venir chez vous. Ben, si vous me créez des problèmes, imaginons que ces Algériens vont venir chez vous. Et vous savez que dans l'immigration, nos Algériens, malheureusement, à cause des frustrations, à cause de la mal-vie, à cause qu'ils n'arrivent pas à trouver des fois des repères, parce qu'en fait, ils ne sont pas, je ne parle pas bien sûr de ceux qui sont instruits, ceux qui sont ouverts, mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas à trouver le repère dans des sociétés occidentales, ils n'arrivent pas à trouver un travail décent, ils continuent à traîner cette frustration qu'ils avaient dans leur propre pays, et ça se répercute à l'étranger par un langage verbal très vulgaire et même des actes de violence. Et quand on voit ce genre d'actes de violence, donc c'est comme si le régime algérien dit aux étrangers, ben voilà, si on est déstabilisé, imaginons le nombre d'Algériens qui sont comme ça. Donc aussi, je pense qu'il faut tenir en considération malheureusement ce deuxième aspect. Et la solution, puisqu'on en parle, c'est d'aller aux sources des problèmes directement. Nous devons construire une société. C'est quoi la source des problèmes, Mohamed? Premièrement, il y a le pouvoir politique en lui-même. Je dis qu'il faut un pouvoir légitime. Parce que, comme j'ai cité, pratiquement 4 facteurs, économiques et structurels, social et culturel, individuel et bien sûr les raisons politiques et institutionnelles. Donc toutes ces raisons doivent être traitées, tout simplement, parce qu'il s'agit de construire un pays, il s'agit de construire un citoyen
un individu capable d'aspirer à la modernité, aspirer à bâtir son pays, tout simplement. Donc, tous ces éléments doivent être traités. Les privilèges dans une société algérienne, c'est la justice sociale dont il faut penser. Quand on parle d'un politique, c'est la légitimité en premier lieu. La légitimité et bien sûr la démocratie avec ses garde-fous. La communication, l'état de droit, les droits de l'homme, la liberté d'expression, l'alternance au pouvoir, permettre aux Algériens d'avoir leurs différentes associations, leurs canaux de transmission de l'information et bien sûr, essayer d'aider des initiatives, surtout algériennes, dans le système privé. Combien d'affaires qui ont été empêchées d'ouvrir des entreprises, de créer des emplois, ceci est un facteur. Essayer de traiter les besoins primaires des Algériens, parce que j'ai parlé aussi de facteurs individuels et familiaux. La société algérienne est une société à tabou et il n'a pas pu répondre à ses propres besoins primaires. Donc, quand on voit des personnes, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'habiller, c'est pas tout le monde qui a assouvi ses besoins biologiques, etc. Il faut répondre à toutes ces réponses d'une manière urgente, quand même. Et bien sûr, j'ai parlé aussi de la violence sociale et culturelle. Il ne faut pas qu'il y ait des dénis ni culturels, ni identitaires, ni même raciales. Attention, il y a des Algériens pour une couleur de peau ou je ne sais pas, qui n'appartient à une famille X ou Y, tout ça existe. Donc, tout ça crée un environnement malsain pour le développement d'une personne apaisée, positive et qui, voilà, créatif aussi. Restez avec nous, Mohamed. Azdine Toumi, vous avez parlé aussi de cette violence politique. Souvent, dans nos émissions, on a parlé aussi de la situation politique que traverse notre pays. Le pouvoir algérien a souvent été accusé de répression envers les opposants politiques, les journalistes, les mouvements sociaux, les syndicalistes. On est en train de voir cette évolution de cette Algérie nouvelle qui nous amène vers la fin du dialogue politique et la criminalisation des voix discordantes. Est-ce que vous pensez que cette situation influence aussi la société et c'est pour ça qu'on est en train de voir donc ce phénomène de la violence qui est en train de ronger la société algérienne. Azdine Toumi. En tout cas, le pouvoir, il a une volonté de faire de la société algérienne une société soumise, une société qui a peur, une société qui ne s'exprime pas, une société qui doit être gérée avec des ordres, non avec de la consultation et le dialogue. Donc, voilà, après la jeunesse, le régime a échoué à prendre en charge cette jeunesse, à lui rendre de l'espoir. Quand vous avez un jeune qui n'arrive pas à avoir un avenir ou à avoir une perspective dans son pays, même pour un universitaire, la seule perspective qui se présente à eux, c'est bien de partir ailleurs. Et le régime, il voit ça. Donc face à une jeunesse révoltante qui s'exprime, qui demande ses droits, qui revendique un changement, ou une jeunesse qui a peur, une jeunesse qui sombre dans la drogue, une jeunesse qui sombre dans la dépression, le pouvoir, il a choisi une jeunesse qui sombre dans la dépression et dans la drogue, qui est soumise, qui a peur et qui prend les barques pour partir ailleurs. Donc voilà. Et ça, la facture, elle va être salée plus tard. Donc, on est en train de complètement déformer la société algérienne. On est en train de s'éloigner de l'âme de la société algérienne, de cette société qui est toujours dans une dynamique de changement, dans une dynamique d'initiative, d'aller de l'avant. Le régime, il a choisi de mettre notre jeunesse dans une espèce de ghetto, que ce soit dans les quartiers ou dans le pays. Plusieurs avis se concordent aujourd'hui que de plus en plus, le pays il se referme.
sur lui-même, sur le plan diplomatique, mais sur le plan aussi de communication avec les autres sociétés, la liberté de voyager, la possibilité déjà qui s'offre aux Algériens de voyager ailleurs, de plus en plus, elle est en train de se réduire. Donc, ce sentiment de s'isoler, d'être pris dans cette espèce de prison à ciel ouvert, ça crée des frustrations, car croyez-moi, et ça peut aller à la violence parfois. Absolument. Restez avec nous, Azdine Toumi. Mohamed Amzian Rahmoun, ce qu'a soulevé Azdine est très pertinent. Ce sentiment d'une prison à ciel ouvert, mais aussi quand la parole est muselée, la violence devient la seule forme d'expression encore accessible. Azdine Toumi est en train de dire on est en train de déformer la société algérienne. Est-ce que vous êtes inquiet de tous ces phénomènes que souvent on traite dans nos émissions? On a parlé du phénomène de la harga, du phénomène de la violence, de la drogue, mais d'autres aussi fléaux de la société. Mohamed Amzian Rahmoun. Bien sûr, je rejoins Azdine. Nous sommes dans l'Algérie est une prison à ciel ouvert. Les écoles, les universités sont des prisons à ciel ouvert. C'est tout un système. Le sentiment d'être surveillé, d'être à n'importe quel moment pouvant avoir des problèmes administratifs, vous allez être licencié de votre travail, certains, etc. C'est un sentiment omniprésent. C'est une attitude, c'est une politique faite sciemment. Et ceci, effectivement, peut engendrer des phénomènes graves, très graves. Et le régime pense peut-être maîtriser, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que, comme je l'ai dit déjà, tout dépend des puissances, de ceux qu'ils pensent, effectivement, de l'évolution du monde. Il y a des richesses importantes. Nous avons vu à plusieurs maintes reprises, nous l'avons signalé, il y a donc toutes les puissances sont avides de terres rares, toutes les puissances sont avides de d'autres ressources, etc. Et ils sont en concurrence. Et tout ça, il faut tenir compte que si la société va bouillonner, ça peut profiter, effectivement, et quand vous avez commencé l'émission, vous avez parlé de contrôle, c'est-à-dire pour l'instant, c'est ce qu'il montre, mais en fait, c'est faux. Je doute très fort. Leurs échecs en termes de diplomatie sont clairs et nets, personne ne peut être dupe. Et même sur le plan économique, quand on prend que des chiffres macroéconomiques pour justifier la réussite, ce qui est très faux, ça ne reflète pas la réalité. Et en s'ajoutant à la violence ambiante et à la peur des uns et des autres, ça peut, parce que même ceux qui ont peur, peuvent à n'importe quel moment aussi organiser. Et c'est tout. Et le régime algérien, je ne pense pas qu'il pourrait, maintenant, si les facteurs externes et internes se conjuguent, eh ben, écoutez, c'est très dangereux. Merci beaucoup, Mohamed Amzian Rahmoun. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie mes invités depuis Alger, Azdine Toumi, militant politique. Vous étiez avec nous. Merci à vous, cher Azdine. Merci aussi, Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte Internationale à Londres. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et prenez soin de vous.